Alors le cas de figure est bien différent de celui que Simon Texier vient de nous présenter, puisqu'en fait c'est une exposition qui n'aura pas lieu. Je le dis de façon évidemment un peu provocatrice. Ce projet d'exposition monographique n'a en effet pas été retenu finalement par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. J'avais prévenu Guy Lambert, hein, je n'ai pas piégé les organisateurs. Donc c'est une exposition qui aura peut-être lieu quand même, hein, je vous rassure, mais aux archives municipales de Lyon. Nous allons parler, Gilbert Richaud et moi, et Nathalie Mathian, notre collègue de Lyon 2, est bien sûr associée à cette entreprise, vous voyez son nom à l'écran. Nous allons parler de ce projet, puisque c'est tout de même un projet d'exposition et de colloque. Ça, il y aura bien un colloque, c'est certain, l'an prochain, vraisemblablement à Lyon, vraisemblablement avec un partenariat avec l'INHA, hein, qui va soutenir ce projet. Et donc, l'exposition, nous n'en sommes pas vraiment les maîtres d'œuvre, hein, puisque ce sont les archives municipales. Les orientations, vous les voyez apparaître à l'écran. Donc, dessiner et construire la cité moderne avant 1920, hein, puisque c'est en effet un projet monographique, mais un projet qui est au moins thématisé par sa chronologie, c'est-à-dire d'examiner Tony Garnier avant 1920. Autrement dit, de réfléchir vraiment à l'origine de son architecture, à ses liens évidemment avec sa formation, à ses premières réalisations. Et c'est un aspect technique qui, vous le voyez, est bien mis en avant par le titre du projet. Alors pourquoi Tony Garnier? Bon, c'est assez évident, je pense, dans cette salle, mais pour rejoindre au moins sur ce point ce que disait Alexandre Gady, c'est vrai que c'est parfois difficile de convaincre sur des figures d'architectes qui n'ont pas la notoriété d'un Le Corbusier, hein, on le voit en quelque sorte avec Pingusson également. Tony Garnier apparaît finalement comme quelqu'un relativement en marge, hein, pour un public qui n'est pas historien de l'architecture. Et ça s'explique évidemment par des phénomènes générationnels, que là aussi vous savez, vous avez sa date de naissance, qui motive cette commémoration donc, du 150e anniversaire, hein, de sa naissance. Mais c'est quelqu'un qui effectivement est né, pour ainsi dire, trop tôt. C'est le plus ancien des modernes, hein, pourrait-on dire, dans une formule un peu résumée, mais qui est tout de même effectivement un des pères de la modernité architecturale, à condition évidemment, hein, de regarder précisément ses productions et son rapport à une esthétique technique qui est loin d'être évidente. Pourquoi Tony Garnier? Eh bien aussi tout simplement parce que depuis l'exposition du Centre Georges Pompidou en 89-90, il n'y a pas eu grand-chose sur Tony Garnier. Un colloque tout de même à Lyon, organisé par Philippe Duffieux, hein, sur Tony Garnier et l'Europe, qui est un colloque important. Mais voilà, il nous semble toujours utile, bien sûr, de faire découvrir la production de Tony Garnier au grand public, hein, à travers une exposition, et à s'interroger donc sur cette thématique et cette chronologie dans le cadre d'un colloque. Alors, il n'y a pas de nouveaux fonds, bien sûr, qui ont vraiment été découverts, mais Gilbert Richaud, Nathalie Mathian et moi avons quand même redécouvert, disons, des ensembles documentaires assez importants aux archives municipales, hein, il faut le dire, et ça justifie, bien sûr, la tenue de cette exposition dans cette institution, qui a d'ailleurs de beaux espaces de présentation. Il y a un très important fonds de dessin au Musée des Beaux-Arts de Lyon, que peut-être certains d'entre vous connaissent un peu. Hein. Très important fonds de dessin, pardon, je vais vous le montrer tout de suite, par exemple avec cette gigantesque aquarelle dont vous avez les dimensions, hein, 143 par 386, qui vous donne tout de suite une idée. Et la photo du bas est un détail, les points blancs que vous voyez, c'est simplement les lampes des réserves, parce que c'est tellement énorme que bien sûr on ne peut pas bouger ce format qui est sous verre, mais vous voyez qu'il y a effectivement des ressources très importantes. Je ne suis pas sûr qu'on puisse exposer ça, mais en tout cas, bon, ça existe, ça c'est certain. Donc au Musée des Beaux-Arts, à l'École des Beaux-Arts de Lyon, il y a évidemment un important fonds qui d'ailleurs intègre les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon, à l'École des Beaux-Arts de Paris, voilà. Et puis dans des fondations, privées, la Fondation Renault en particulier à Lyon, pour cette vue très connue de Tony Garnier, hein, du Forum Romanum, et dont il existe en fait plusieurs versions, puisqu'on va y revenir, hein, des caractéristiques qui peut-être permet aussi de renouveler le regard sur l'œuvre graphique de Tony Garnier, c'est un caractère presque obsessionnel, hein, de la répétition, de la reprise des documents.
ce qui peut s'expliquer par certains aspects, sur lesquels on viendra, en particulier l'enseignement de l'architecture, mais qui reste tout de même une question qui nous interroge devant le nombre très important de pièces documentaires, vers des thématiques que Gilbert Richaud va présenter maintenant. Oui, tu as fini. Oui, je n'ai pas fini, mais voilà, on va... Oui, donc je vais simplement évoquer avec vous un petit peu en vrac, quelques thèmes que nous avons étudiés avec le comité scientifique l'année dernière lors d'une réunion pour donc l'appel à communication du colloque qui portera le nom Dessiner et construire la cité moderne avant 1920. Alors on a voulu non pas faire, vous l'avez compris, l'intérêt les principaux axes de ce colloque, c'est la fabrication de l'ouvrage lui-même, c'est-à-dire cet ouvrage qui a été publié la date est incertaine, 1917, et qui a été préparé et dont on ne connaît absolument pas l'origine, donc accompagné ses envois de Rome en 1901 et 1903, mais nous n'avons que de malheureux dessins. Et donc il y a cette phase de préparation de la cité qui va durer une vingtaine d'années, donc, dont 15 années d'expérience professionnelle à Lyon, avec des travaux très importants. Alors, les axes du colloque ont été choisis, les thèmes principaux. Le premier est dessiner, publier, on peut même ajouter enseigner. Dans cette perspective, il s'agit donc de comment a été présentée cette cité moderne, les précédents avec les cités antiques, le rapport cité antique, cité moderne évidemment, les entreprises contemporaines. Voici le plan d'ailleurs de 1901 de cette cité qui est encore très très sommaire. Les expériences contemporaines, notamment ce plan de Hébrard, dont on a parlé tout à l'heure, de 1913. Il s'agit également de savoir comment est fabriqué l'ouvrage lui-même, les techniques de représentation, les ensembles, les détails, l'organisation des échelles de représentation, les procédés de reproduction. Et un point très important qu'a évoqué tout à l'heure Laurent, c'est les statuts du dessin lui-même, qui comprennent des esquisses préparatoires et ou des caprices d'architecture. On ne connaît pas la limite entre le projet lui-même, le caprice, l'assemblage de monuments divers dans ces techniques de représentation. Se pose également le problème du rapport des dessins et de la photographie. Par exemple, voici un exemple, le stade de Gerland et la photographie, une des photographies. Vous verrez un autre exemple tout à l'heure, plus parlant peut-être sur une villa. Et se pose également donc le problème, la question de la nouveauté des bâtiments présentés dans cet ouvrage ou les reprises, c'est-à-dire les transformations ou le nouveau contexte de bâtiments de réalisation ancienne de Tony Garnier. Alors, à ce titre, par exemple, le fameux abattoir de Gerland avec la halle que vous avez en haut à gauche, qui sert pendant la guerre, donc qui est construit, cette halle a été construite et l'ensemble a été construit avant la guerre de 14. Ça s'est servi à l'exposition urbaine de 1914. Et voici sa transformation en atelier d'armement pendant la guerre et surtout de construction navale. Et on retrouve le même bâtiment, par exemple, réutilisé dans la cité industrielle, dans le quartier industriel, comme vous le voyez, quai de déchargement pour des bateaux. Également, un autre aspect important, c'est le rôle, peut-être, le rapport de la cité industrielle, la publication vis-à-vis de la pédagogie. Parce que Tony Garnier a eu de nombreux élèves, il a été professeur, nous y reviendrons, à l'école d'architecture de Lyon, créée au début des années 1904-1905, à son arrivée à Lyon, et il a eu, jusqu'à son départ, la cessation de son activité, de son professorat en 1937, 270 élèves. Donc il y a ce rapport entre quel est le message pédagogique et inversement, quel est le rapport de l'enseignement à la fabrication de la cité industrielle qui serait intéressant évidemment de regarder. Alors le deuxième aspect, deuxième axe de ce colloque, c'est l'aspect technique et matériaux qu'on peut appeler construire. Alors c'est un
un axe qui a jusqu'à maintenant été un peu négligé, puisque Tony Garnier est passé plutôt pour un esthète, quelqu'un qui sait dessiner admirablement, comme l'ont montré les dessins que tu as présentés. Et tout l'aspect construction, rapport aux matériaux, pensée technique a été un peu ignoré. Et à ce propos, comme l'a souligné Laurent, il existe donc des mètres et des mètres linéaires, évidemment, de comptes de chantier sur ces bâtiments publics à Lyon, donc avant 1914, enfin jusqu'à la publication de la Cité industrielle. Alors, c'est un axe important parce qu'il a quand même été 30 ans professeur. Alors la terminologie exacte, la lettre qui le nomme en 1905 parle de professeur de calcul de résistance et de construction à l'école régionale d'architecture de Lyon pendant 30 ans. Donc l'aspect construction n'est pas tout à fait à occulter, donc à mettre en évidence. D'autre part, le titre même de l'ouvrage, c'est « Construction des villes ». La cité industrielle, étude pour la construction des villes. Donc le thème même de construction apparaît dans le titre. Alors évidemment, sous cet aspect peuvent être étudiés évidemment tout le chantier et ses enjeux. Donc, dans la publication de la Cité industrielle, on a un chapitre très important concernant la construction, on va y revenir, où il parle un petit peu de ses méthodes de construction, les matériaux employés, d'un côté les matériaux béton et de l'autre côté de l'usine où il fait allusion au fer, qu'il emploiera à beaucoup moins d'occurrences de cette utilisation de ce matériau. Alors le chantier lui-même, il le détaille un petit peu dans la Cité industrielle avec quelques planches qui sont consacrées à ces maçonneries caractéristiques. C'est ce qu'on peut appeler les premiers bétons, qui ne sont pas des bétons armés. Donc il publie et diffuse donc par l'image ces techniques. Et évidemment, il met en regard quelques réalisations en béton armé qu'il va également utiliser, et il parle de ces deux techniques dans le chapitre que je vous ai montré tout à l'heure, à la fin du chapitre conclusif de son introduction, et il dit qu'il fait une partition de ces techniques en fonction du type de bâtiment, du programme, l'un étant les bétons ordinaires sont réservés aux habitations, et ces bétons armés sont réservés aux édifices importants, autrement dit des édifices publics. Donc le chantier lui-même, c'est intéressant de voir toute sa préparation, ces 15 ans de préparation et d'activité à Lyon, les origines des techniques employées. Ici, une photographie de ces premiers bétons des années 1908. Ce n'est pas un chantier de Garnier, mais c'est une des représentations des méthodes de construction locales qui sont ce qu'on appelle le pisé de mâche-fer, qui sont des techniques héritées d'une technique vernaculaire de pisé de terre, donc technique qui va utiliser celle-ci, le pisé de mâche-fer, à de nombreuses reprises. Alors, il va les utiliser dans ses premiers chantiers, évidemment. Tous ces chantiers vont faire montre de toute cette utilisation de techniques et d'hybridation également, et donc notamment employés à très grande échelle et pour des chantiers extrêmement importants, les plus grands chantiers du temps en béton, avec donc des techniques extrêmement... ici, le chantier pendant la guerre, avec des ouvriers de guerre allemands, des chantiers, vous voyez, très peu mécanisés. Donc, on a des dizaines de milliers de mètres cubes de béton qui sont créés, qui sont produits avec une seule machine, par exemple, que vous avez ici. C'est des chantiers extrêmement peu mécanisés. Donc on a la question de ces techniques de chantier, de l'organisation du chantier, de son économie, des différents intervenants. On a également une question qui se pose, qui est très importante, c'est sur la répartition des techniques, la partition des techniques, leur hybridation, l'évolution des techniques et des matériaux de construction donc, sur ces chantiers, alors que ce soit le fer, la pierre, beaucoup moins d'occurrences, évidemment, les pierres factices, les bétons armés et tous les systèmes de revêtement. Donc il y a tout un champ qui peut être étudié avec les documents que nous possédons. Peut être également approché dans cette thématique ce qu'on pourrait appeler une approche comparée locale-globale, c'est-à-dire comparer les techniques de production, les techniques de chantier utilisées, sont-ce des techniques uniquement locales, sont-ce des techniques utilisées ailleurs. On pourrait le comparer avec d'autres entreprises. J'ai noté
par exemple, des entreprises très connues à l'époque de Garnier qui hybrident également des techniques. Je pense à Edmond Coignet, je pense également à Blaton et Aubert en Belgique ou Dickerhoff et Wiedmann donc en Allemagne, qu'on pourrait éventuellement, donc des exemples qu'on pourrait rapporter aux procédés constructifs utilisés ici. Alors la deuxième partie de cet aspect construire est comment est pensée la technique. Alors, quelle expérience, si vous voulez, qu'a apporté l'expérience de chantier dans ce que Garnier appelle l'expression, le caractère expressif de son architecture, et comment ces techniques et ces matières ont influencé ce qu'il appelle l'expression. Il appelle la simplicité des moyens, dit-il, introduit une simplicité d'expression. Alors, voilà son thème, il écrit très peu, et c'est les seuls documents qu'on a sur sa pensée un petit peu théorique. Et on pourrait aborder ça, évidemment, savoir comment ça a été compris, comment cette expérience des chantiers a forgé une sorte d'esthétique. Est-ce qu'il y a un déterminisme des techniques et des matériaux sur l'esthétique de Garnier? On peut éventuellement... Alors, autre exemple de chantier, ici c'est un chantier un peu plus tardif des années 1920 sur la Cité des États-Unis, un peu plus mécanisé. Ça, c'était pour l'hybridation des matériaux, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. Et donc, comment cette expérience de ce métier, cette expérience de chantier, cette expérience des techniques et des matériaux ont influencé disons, achevé de former une esthétique tout à fait particulière qu'on reconnaît ici, évidemment, dans la cité industrielle, avec ses blocs, ces habitations monolithes, avec donc ces premiers bétons, des couvertures et des planchers en béton armé. Alors, évidemment, on pourrait également se poser la question comment a été compris cette expression, comme l'appelle Tony Garnier, par ses contemporains. Et on peut penser évidemment à Le Corbusier, qui a écrit à ce sujet à Tony Garnier, voire à Guédon, qui est le premier à l'avoir publié au milieu donc, des années 20 et qui parle effectivement de cet apport des techniques et des matériaux dans l'esthétique de Tony Garnier. Et on peut enfin effectivement encore faire une approche comparée avec d'autres architectes, évidemment, comment ces architectes travaillent les matières, à comparer avec celles de Garnier. Alors évidemment, il y a Auguste Perret, et puis il y en a d'autres, on peut parler d'Irving Gill aussi, aux États-Unis par exemple, qui utilisent les mêmes formes, et nous dit-on, selon certains historiens, ont été influencés par Tony Garnier, mais pas du tout avec les mêmes matériaux. Donc c'est intéressant de faire cette approche, éventuellement, cette approche comparée, et peut-être ouvrir, en fin de compte, sur la présence ou non chez Tony Garnier de nouveaux paradigmes, donc en début, donc comme élément formateur de cette cité industrielle. Alors je reprends la parole quelques minutes très brièvement pour évoquer le projet d'exposition, puisque vous avez bien compris qu'il nous serait difficile d'en parler longuement. Simplement pour rappeler que Tony Garnier est déjà exposé à Lyon, d'une façon qui est assez caractéristique des problèmes que pose son œuvre, puisque en effet il y a un musée urbain Tony Garnier que certains d'entre vous ont peut-être visité, d'autant plus facilement qu'il est à ciel ouvert, puisqu'il apparaît sur les murs pignons donc du quartier des États-Unis. Il faut souligner quand même qu'il y a un petit espace d'exposition, une documentation qui est liée, bien sûr, à ce musée urbain, et aussi un logement maintenu dans l'état des années 30, qui est ouvert à la visite, évidemment, avec une visite guidée. Donc il y a effectivement déjà tout de même à Lyon une représentation dans l'espace public de Tony Garnier, mais elle est un peu excentrée, puis elle est évidemment très partielle. Par ailleurs, comme vous le voyez, elle part du principe qu'il faut exposer la cité industrielle de Tony Garnier, puisque ce sont des planches bien sûr de la cité industrielle qui sont reproduites sur les murs, ce qui n'est pas du tout une évidence, c'est plutôt une question et un problème.
problème passionnant, mais qu'il faudrait tout de même un petit peu démêler et exposer. C'est-à-dire qu'en effet, comme l'a rappelé Gilbert Richaud, hein, il y a une phase d'élaboration très longue de cet ouvrage qui correspond à l'œuvre lyonnaise hein, de Tony Garnier. Donc essayer de confronter les documents de la cité industrielle que nous avons d'ailleurs numérisés, que nous essayons de mettre en ligne pour ceux que ça intéresse, donc ça sera accessible parce que c'est pas si... Comment ? C'est pas numérisé. Non, jusqu'à maintenant ça n'était pas numérisé, on va essayer de le donner au public en général, mais on l'a numérisé. Et donc il faut confronter hein, quand même ce rapport entre une forme de cité idéale, bien sûr, et puis les constructions lyonnaises de Tony Garnier. Alors nous ne manquons pas bien sûr de documents, hein. Vous le savez aussi, l'œuvre graphique est considérable, j'ai rappelé l'importance des fonds, des documents de plusieurs natures, hein, ce type de dessin dit libre, voilà, avec des paysages, parfois de simples quartiers, pans de murs romains qui sont là pour la couleur de l'enduit ou voilà, un effet de soleil, hein. Donc c'est vraiment une vision très picturale. D'ailleurs, certains dessins de l'école des beaux-arts de Tony Garnier sont marqués par une sorte de divisionnisme hein, qui est assez intéressant à l'extrême fin du XIXe siècle. Nous avons bien sûr aussi, pardon, c'est peut-être pas ça qu'il faudrait montrer, mais plutôt ça, ce qu'on évoquait tous les deux à l'instant, c'est-à-dire la pluralité des documents sur les mêmes objets, sur les mêmes réalisations. Alors ici, c'est le patio de la villa Gros. Les villas de Tony Garnier ne sont pas nécessairement très connues, donc on a plusieurs vues hein, qui sont effectivement des dessins, des photographies, alors parfois avec des angles qui sont extrêmement proches, hein, ce qui, sur le plan documentaire, est tout à fait... Voilà, donc voilà, et effectivement avec des questions de chronologie, hein, quel est le statut du document dans le processus d'élaboration de l'édifice, de sa réalisation, ça n'est pas du tout évident en réalité, et ça peut permettre de poser des questions intéressantes sur le travail d'un architecte et de son agence dans le détail. Et puis des documents qui, bien sûr, permettent de voir ce qui a, en général, complètement disparu, les aménagements intérieurs. Donc des questions patrimoniales, hein, sur lesquelles je terminerai rapidement. La vacherie, la vacherie, pardon, du parc de la Tête d'Or qui sert de laiterie, que Gilbert vous a montré tout à l'heure dans son état actuel. Et en fait, ce n'est pas du tout une exception, hein, puisque tout en étant extrêmement patrimonialisé à Lyon et érigé au statut de héros de l'architecture à Lyon, en réalité, Tony Garnier est, disons-le, un peu massacré quand même. Hein. Bah si, voilà, donc l'hôpital de la Grange Blanche, Édouard Herriot, avec sa trame régulière, s'est vu imposer un îlot central, un pavillon central énorme qui rompt les perspectives. Et vraiment, bon, je trouve que c'est très très dommage. Qu'est-ce qu'on pourrait citer? Bah, les villas notamment, hein, qui ont été coupées en deux par l'élargissement d'un quai. Les abattoirs, et les abattoirs, évidemment, qui ont été abattus. Hein, c'était pratiquement évident que ça devait arriver. Alors je terminerai simplement sur une sorte de plan B auquel nous croyons beaucoup, cependant, c'est-à-dire de faire un musée, non pas urbain Tony Garnier, puisqu'il existe déjà, mais un musée virtuel Tony Garnier, c'est-à-dire aller au-delà de l'exposition virtuelle pour vraiment donner accès sur Internet, si possible, évidemment, et très librement, à cet ensemble documentaire très important que nous regroupons. Certaines images, certains dessins, certaines planches sont déjà connues, mais beaucoup mériteraient d'être découvertes et montrées. Alors ça pose un certain nombre de problèmes évidemment, de coûts, hein, parce qu'on sait bien qu'une exposition virtuelle, ça coûte aussi cher qu'une exposition réelle pratiquement, parce que c'est beaucoup de travail et donc beaucoup de main-d'œuvre. Alors en fait, on réfléchit et on serait heureux d'avoir vos retours et vos réflexions à deux niveaux, disons, hein, un niveau qui serait effectivement plutôt une exposition virtuelle destinée à un public assez large. Et alors là, on se met évidemment à fantasmer des choses, qu'on prendrait le musée-bibliothèque de la cité industrielle de Tony Garnier pour faire rentrer le visiteur dans ce musée-bibliothèque et lui faire parcourir des salles où seraient exposés des dessins et où on pourrait consulter des livres, etc. Donc voilà, ça c'est le coût des ressources documentaires. Donc c'est un rêve, évidemment, ce sera peut-être difficile à réaliser. En tout cas, ça permettrait
peut-être d'intéresser effectivement un grand public à des espaces décrits, des espaces dessinés, et peut-être aussi à des espaces construits en essayant de les sauvegarder. Et puis le deuxième niveau, évidemment, est plus scientifique et plus documentaire, et c'est ce dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire faire une banque d'images, un catalogue, un inventaire précis et un catalogue raisonné, si possible, des dessins de Tony Garnier. C'est un projet à plus long cours, évidemment, mais nous aimerions lier les deux pour des questions de stratégie, évidemment, de financement, mais aussi parce qu'il nous semble important de faire encore connaître Tony Garnier, qui, même à Lyon, finalement, est mal connu. Donc c'est vraiment très dommage, bien sûr, qu'on ne puisse pas diffuser davantage cette connaissance, puisque c'est vrai que, j'ai oublié de le signaler, mais vous le savez, le seul édifice non lyonnais de Tony Garnier, c'est Boulogne-Billancourt. Mais Boulogne-Billancourt, c'est pas Paris non plus, hein, tout à fait. Donc c'est vrai que même là, c'est un petit peu marginal, et on voudrait, en quelque sorte, avec cette exposition et ce colloque, remettre Tony Garnier sur le devant de la scène. Merci. À sa place.